Docteur Souleymane Astou Diagne. Bonjour Antoine. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur RFM. Nous recevons donc Souleymane Astou Diagne, docteur en sciences économiques, Université Paris 13, maître de conférences, enseignant à l'Université Alioune Diop de Bambey. Vous êtes auteur de plusieurs études économiques en Afrique. Avec vous, comme vous l'avez entendu dans l'annonce de cette émission, nous aborderons beaucoup de sujets économiques. Souleymane Astou Diagne, pour coller à l'actualité, le président de la République est en ce moment en tournée économique dans le sud du pays. Aujourd'hui, Macky Sall procède au lancement du PIDC 3. Ensuite, il y a la pose de la première pierre pour la boucle des Kalounaï. Et si cette route est réalisée, ce sont 24 localités qui seront impactées positivement. Et il est également question de l'inauguration de la RN2. Quand vous interrogez les adversaires du président Sall, ils vous diront que c'est une campagne électorale déguisée, ce que le pouvoir rejette absolument. Alors, quelle perception avez-vous de cette tournée du chef de l'État dans le sud du Sénégal ? Merci Antoine. Je voulais d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette émission. Saluer également tous les auditeurs et auditrices de la Radio Futur Média. Et vous dire comment je suis content pour être ici pour débattre sur ces questions hautement essentielles. Concernant la tournée du président de la République dans le sud du Sénégal, il faut savoir que cela découle d'une tradition senghorienne qui met en fait le président au cœur de la ruralité pour aller soit inaugurer des projets dont l'objectif est de réduire sensiblement la problématique de l'équité territoriale et également du désenclavement, mais également de prendre le pouls ou la température par rapport à l'ambiance ou au climat économique dans ces régions. Avec un soubassement politique, non ? Oui, on peut dire soubassement politique comme on peut ne pas le dire. Ça dépend de l'angle d'attaque avec lequel on le prend. Je crois forcément que nous sommes à quasiment 6 mois d'une présidentielle, que l'opposition a tout à fait, raison de dire que c'est une campagne déguisée, mais dans l'agenda du chef de l'État, je crois que ce n'est pas de la politique, c'est uniquement une action qui vise à aller inaugurer et mettre en branle également des projets qui se trouvent, comme vous l'avez dit, dans le programme du PUDC 3. Il y a également l'inauguration de la RN2, il y a également la pose de la première pierre du pont de Marsassoum. Donc ce sont des projets que le président de la République allait lancer au niveau de la Casamance. Maintenant, ça coïncide avec une pré-campagne. C'est la raison pour laquelle certains pensent qu'effectivement, qu'il est en campagne. Coïncidence troublante pour l'opposition. Oui, c'est une coïncidence troublante, ça, il faut le concéder. Oui. Mais comme je vous ai dit, dans l'agenda du président de la République, il n'y a pas en fait de campagne électorale. Il est dans son rôle, il continue son mandat, il est en train d'exercer le mandat qu'il avait reçu des Sénégalais en 2012. Et je crois naturellement c'est l'objet principal de sa visite. Macky Sall en Casamance, la Casamance zone enclavée encore. Est-ce que les politiques gouvernementales sont à la hauteur pour sortir cette partie du Sénégal de cette situation que ses fils et filles décrient? Alors, vous posez une question éminemment importante qui est celle du désenclavement du sud du Sénégal. Le premier en fait, obstacle, c'était la Gambie. C'était la Gambie avec, vous connaissez toute la problématique du bac pour traverser le fleuve Gambie. Depuis le départ de Yaya Jammeh, des avancées notoires ont été soulignées avec la construction du pont de Farafenni, oui, qui sera bientôt fonctionnel, il me semble. Le président de la République a indiqué même la date de janvier 2019. Absolument, janvier 2019 pour l'inauguration. Oui. Donc ça, ce sera un pas important. Maintenant, ce qui reste maintenant, au-delà du désenclavement, c'est de créer au niveau de ces régions un vrai tissu économique. Et le tissu économique, ça ne peut pas se faire au-delà des infrastructures qu'on doit créer, qui doivent être le support de déploiement des activités économiques avec un secteur privé local qui s'exprime sur cette région et qui doit, à mon avis, permettre le décollage des investissements porteurs dans des secteurs moteurs de la Casamance. Et c'est sous ce rapport que souvent nos politiques économiques ont péché, parce que quand vous regardez la Casamance de 1960 à aujourd'hui, les choses n'ont pas très évolué. La Casamance est restée dans sa ruralité qu'on lui connaît depuis le début des années 60. Et maintenant, l'objectif du président Sall, c'est d'inverser une tendance qui est lourdement difficile
à inverser. Maintenant, il faut également le souligner, parce que quand on parle d'économie, Antoine, je veux que les gens sachent que c'est de la science et que l'interprétation des faits scientifiques ne peut pas en fait permettre une contestation, parce que les faits en économie, pour les produire, il faut du temps. Il n'a pas une baguette magique sur laquelle il va s'appuyer et régler en un temps tous les problèmes. Je crois qu'il y a l'effet temps qu'il faut inclure dans la séquence des prises de décision et de la mise en œuvre des projets, pour que d'ici quelques années, voire d'ici quelques décennies, que la Casamance puisse être connectée, je vais dire, à l'économie nationale, et être également ouverte, parce que la Casamance est au confluent de la Guinée-Bissau. Et quelque part également, il y a la Gambie, il y a la Guinée-Conakry qui n'est pas loin. Et on peut faire de la Casamance un hub touristique et un hub industriel pour permettre à ce que l'économie nationale entre. Justement, on va dire que c'est l'ambition du gouvernement. La Casamance qui a beaucoup de potentialités économiques. Mais pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui empêche l'envol de cette partie sud du Sénégal? Alors, le premier, je l'ai dit, c'est la faiblesse des investissements. Et les investissements ne pouvaient pas décoller tant qu'il y avait un conflit qu'on en subit à partir, je crois, de l'année 82. Alors, vous savez qu'en période de conflit, les investissements quittent les territoires, parce qu'il y a une incertitude qui met en danger la rentabilité des projets qui pourraient s'y dérouler. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, je l'ai dit, dans la vision qui a été articulée par les politiques qui se sont succédés à la tête du Sénégal, il n'y avait pas en fait une vision qui repose véritablement sur la mise en place d'infrastructures de base qui pouvaient permettre le déploiement d'activités économiques et la mise en place d'un secteur privé local, entreprenant et véritablement innovant. C'est ce qui a manqué, je crois, à la Casamance, parce que l'État, en tant que tel, ne peut pas développer une région. Vous savez, même quand vous prenez Dakar en tant que capitale du Sénégal, l'essentiel des activités économiques qui s'y déroulent sont du fait des privés. Et les privés ont besoin d'infrastructures. Ils ont besoin également de capital humain, parce que la problématique du capital humain également est extrêmement importante dans ce volet-là, parce que beaucoup de jeunes Casamançais, pour se former, sont obligés, pour la plupart, de rallier à Dakar, même s'il faut saluer l'érection en fait, de l'université Assane Seck, mais ça ne résout pas tous les problèmes. Qui a beaucoup de problèmes, hein, cette université. Absolument, qui a beaucoup de problèmes, mais qui aujourd'hui vise à résorber le gap en termes de capital humain, qui est un des moteurs de la croissance. Parce qu'aujourd'hui, même quand vous prenez le prix Nobel d'économie de cette année, l'un des prix Nobel, Paul Romer a été primé non seulement sur ses travaux sur l'innovation, mais également ses travaux sur le capital humain. Il est le 3e économiste à recevoir le prix Nobel d'économie sur la participation du capital humain dans la croissance. Avant lui, il y avait Gary Becker, il y avait également Theodore Schultz, qui ont tous écrit sur les effets du capital humain dans le développement économique. Et aujourd'hui, la Casamance doit continuer cet élan déjà tracé par l'État en mettant en place une université, mais ça doit se diversifier sur les métiers qui doit permettre de recouvrer les potentialités dont vous soulignez tout à l'heure, que c'est une région qui a un potentiel industriel, agricole, halieutique, mais incommensurable, et qui est au conflit également de plusieurs pays, lui permettant de pouvoir développer. Et justement, docteur Souleymane Astou Diagne, comment développer la Casamance pour qu'elle soit quand même une zone économiquement utile au Sénégal, même si elle l'est déjà? Oui, pour que la Casamance puisse être un véritable pôle économique au Sénégal, il faut que l'État y mette les infrastructures de base. Les infrastructures de base, ce sont les routes, ce sont également les universités, ce sont tout ce qui est technologie par rapport à Internet, fibre optique. Il faut également qu'il y ait la sécurité pour pouvoir rassurer les investisseurs. Il faut également développer, tout à l'heure je l'ai dit, le capital humain, ça c'est extrêmement important. Oui. Et également, il faut, je vais dire, inciter par un cadre réglementaire et institutionnel tout investissement se faisant sur cette région. Il y a des incitations fiscales qu'on peut donner, je crois qu'il en existe, mais il faut peut-être innover. Il y a également le cadre réglementaire qu'il faut également assainir pour permettre à ce que les investisseurs puissent venir investir en Casamance. Et je vous dis, le support d'une économie, Antoine, se mesure
par la capacité de ce territoire à attirer les investissements. Tant que les investissements privés ne prendraient pas la direction de la Casamance sera dans l'état actuel comme on le constate, et d'ici quelques années, on sera peut-être ici pour refaire le même débat sur la Casamance. Très bien, je rappelle que vous suivez le grand jury qui reçoit aujourd'hui Dr Souleymane Astou Diagne, docteur en sciences économiques, enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey. Alors, à son arrivée au pouvoir, le président Macky Sall a initié des conseils ministériels décentralisés avec l'annonce de centaines de milliards pour les différentes régions. Quand on écoute les populations, elles vous disent qu'il n'y a pas d'évolution, le gouvernement dit le contraire. À votre avis, pourquoi les populations ne sentent pas l'impact de tous ces milliards annoncés par le gouvernement ? Alors, à mon avis, il faut situer les choses en deux niveaux. Le premier niveau, c'est que les annonces gouvernementales étaient basées sur la mise en place de projets qui devaient avoir un impact positif sur les territoires concernés. Et pour la plupart, le PUDC a été un support extrêmement important parce que le PUDC a permis en fait de construire des pistes rurales, de construire des forages, de construire également, de permettre l'électrification. Et l'ensemble de ces éléments-là devaient participer à créer dans ces villages et dans ces communautés des embryons de tissu économique. Parce que quand vous avez l'eau, vous avez l'électricité, vous avez les pistes rurales, il est facile après de se déployer et d'avoir des activités économiques. Maintenant, le problème également, c'est que l'investissement au Sénégal n'a pas été aussi important du fait de la faiblesse également de nos budgets. Vous savez que nous sommes un pays qui n'est pas très bien loti par la croissance, parce que vous savez que nos budgets, comparés au budget des grands pays, ce n'est absolument rien. Mais par rapport à l'engagement initial, je crois que le chef de l'État a fait probablement ce qu'il a pu pour permettre à ce que les doléances des populations puissent être prises en compte dans la mise en œuvre du programme du PUDC. Et je rappelle à juste titre que quand vous prenez, Antoine, la dynamique des investissements publics de l'État du Sénégal de 2001 à 2011, on est à moins de, sur le territoire national, on est à moins de 4 000 milliards. Quand vous le prenez de 2011 à 2017, on est à plus de 5 000 milliards d'investissements publics dans nos territoires. Ça nous permettra de parler du cadrage économique de 2012 à aujourd'hui, ou du recadrage économique. C'est selon. Alors, poursuivez. Oui. Avant de revenir sur une autre question. Vous savez que le premier niveau, c'est l'ensemble de ces projets qui ont été mis en œuvre. Le deuxième niveau pour moi, c'est que le président de la République, en tant que décideur de la politique économique, quand il part dans des territoires, il a l'ambition d'imprimer une véritable marque dans ces territoires, élaborée sous la base de concertation avec les conseils interministériels que dirigeait souvent le Premier ministre ou le ministre chargé des Finances. Et c'est sur la base de ces conseils interministériels que des enveloppes étaient mises en place. Oui. Et que dans la réalité, vous savez qu'entre un budget qui est annoncé et un budget qui est exécuté, il y a toujours des variantes qui peuvent permettre en fait de constater un gap. Mais dans la réalité, son ambition, c'est de faire en fait de nos territoires, je crois, des territoires viables, comme ça a été exprimé dans l'acte 3 de la décentralisation. C'est vrai que le gouvernement a dit dans telle région, dans telle autre région, on a exécuté ce qui a été projeté ou ce qui a été annoncé à hauteur de tel %. Mais alors, qu'est-ce qui a été fait pour le cas de la région de Diourbel que vous connaissez bien, puisque vous êtes enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey? Alors, pour la région de Diourbel, moi j'ai toujours fait un plaidoyer en faveur de cette région. Parce que vous savez que la région de Diourbel fait partie des régions les moins loties économiquement au Sénégal. Alors, il y a une entreprise qui s'appelle la Sonacos, qui est quasiment la seule entreprise établie sur les terres du Baol, qui a d'énormes difficultés en son temps. Et j'avais indiqué dans plusieurs points de vue que l'État devrait reprendre l'entreprise à son actif. Parce que moi, je pense que c'est une région purement agricole et qu'avec l'arachide, on ne pouvait pas, aider la région sans pour autant accentuer le poids de la Sonacos dans l'économie locale. Et maintenant,
Ce qui restait, c'est la construction d'infrastructures. Il y a beaucoup de villages qui n'ont pas aujourd'hui l'accès à l'eau. Je pense que des progrès notoires ont été faits dans ce domaine. Il y a également l'électricité qui a été également bien menée dans cette région. Et également l'érection d'une fac de médecine, par exemple, ce que les gens ne soulignent pas assez. On a maintenant à Diourbel une fac de médecine qui est en embryon, qui va permettre de prendre en charge toutes les préoccupations sanitaires au niveau de la région et de pouvoir permettre le plein déploiement des activités dans la région. Je crois que l'État, au-delà même du Sénégal, que ce soit l'État français, l'État nigérien, les États sont toujours confrontés à des questions de temps. Vous savez que les populations sont de plus en plus exigeantes. Ils veulent, comme disait l'autre, le tout de suite. Mais le tout de suite, en économie, n'est pas probable. En économie, il y a des séquences de temps où il faut prendre le temps de la réflexion, il faut prendre le temps de l'action, le temps de la mise en œuvre et maintenant de pouvoir récolter les fruits de l'investissement. Donc, concernant la région de Diourbel, je pense que c'est une des régions qui, aujourd'hui, cristallise beaucoup d'investissements publics. Et vous savez que c'est la région également qui abrite la ville de Touba. Tout à fait. Et vous savez que Touba représente aujourd'hui la deuxième ville du Sénégal en termes de poids économique et en termes également de population. Et que l'État ne pouvait pas baisser les yeux sur cette population extrêmement jeune qui a une ambition de s'affirmer dans l'économie nationale et également le poids historique et religieux de cette ville sur l'échiquier national, je pense, pousse les pouvoirs publics à pouvoir, en fait, je vais dire, donner beaucoup d'appui à cette région. Souleymane Astou Diagne, dans sa vision d'un Sénégal émergent, le président Macky Sall a créé une nouvelle ville. C'est Diamniadio qui va certainement donc désengorger Dakar. Mais il y a sans doute une ambition économique avec le pôle industriel de cette nouvelle ville. Quel rôle Diamniadio pourrait ou devrait jouer dans l'émergence économique du Sénégal? Il faut s'en réjouir que le président de la République, et même ceux qui l'ont précédé, avaient toujours l'ambition de désengorger Dakar. Dakar est devenu une ville où la pollution, la concentration des activités économiques devient de plus en plus insoutenable. Et le fait de choisir Diamniadio, pour moi, c'est une bonne chose parce que bon, c'est vrai qu'on aurait pu peut-être le déplacer davantage à l'intérieur du Sénégal pour augmenter le barycentre par rapport à Dakar. Mais l'ambition de créer une nouvelle ville, je crois... Qu'est-ce qui serait mieux? Ce qui serait mieux pour moi... Aller loin de Dakar. Oui, moi, si j'étais à la place du président de la République, oui, je ne serais pas à Diamniadio. Je serais juste après Thiès pour m'éloigner un peu de Dakar et tirer le barycentre pour permettre le plein déploiement du développement des activités économiques. Bon, Diamniadio a une faiblesse. Abdoulaye Wade parlait de Mekhe-Pekes. Mekhe-Pekes, je crois qu'également, c'était formidable. Mais bon, ce qui est fait, nous ne pouvons plus revenir en arrière. Oui. Maintenant, le problème de Diamniadio, c'est que Diamniadio, aujourd'hui, polarise beaucoup d'industries qui viennent de Dakar, dont l'objectif est de diversifier davantage l'économie industrielle et même des services. On a également des ministères qui s'y déploient, mais ça pose également beaucoup de problèmes. Le premier problème que je peux souligner, c'est que Diamniadio est un territoire qui, à mon sens, est exigu. Pour moi, c'est exigu. Parce que quand moi, je suis habitant de Bargny, Diamniadio ne nous donne pas suffisamment d'espace pour déployer les nouvelles villes qu'on connaît, comme Yamoussoukro ou autres, avec de grandes infrastructures de niveau continental, qui permettraient également le déploiement de grandes routes, le chemin de fer et autres. Je crois que, étant dans le périmètre de Dakar, ça pose quasiment un problème. Mais tout compte fait... Absence de vision sur ce plan? Oui, absence de vision serait trop dire. Mais je crois que le fait de vouloir sortir, désengorger Dakar, pour moi, c'est une option de politique économique extrêmement importante. Dans la même veine, un projet très critiqué de Macky Sall, le train express régional, critique fondée ou infondée. Certains parlent de 1000 et quelques milliards, le pouvoir parle de 568 milliards. Bon, à mon sens, le TR est utile. Je disais tout récemment à des amis à Bargny que si le TR commence en fait à desservir Dakar avec un temps raisonnable, moi je n'amènerai plus ma voiture à Dakar. Pour une simple raison, c'est que je suis à quelques minutes du centre-ville de Dakar.
avec une infrastructure qui est optimale en toute sécurité. Je crois que toute dynamique visant à mettre en place des infrastructures, surtout sur la mobilité urbaine, le transport, est extrêmement important et utile pour la croissance économique. Maintenant, sur le prix, les gens peuvent disserter, être d'accord, ne pas être d'accord. Mais l'option de diversifier le réseau de transport, où aujourd'hui, au niveau de l'autoroute à péage, il y a des embouteillages monstres, qui montre en fait une certaine difficulté à se déployer et à entrer dans Dakar à partir de certaines heures, pose problème. C'est la raison pour laquelle moi je fais partie de ceux qui pensent que le TER est utile. Et je crois que le gouvernement ne doit pas s'arrêter là. On doit également exploiter la façade maritime. De Rufisque, on doit être à Dakar par la façade maritime et diversifier l'offre de transport, et ça permettrait, je vais dire, une meilleure inertie des activités économiques au niveau de l'économie nationale. Vous-même, vous l'avez dit, vous êtes natif de Bargny, vous avez un port minéralier qui sera réalisé. À Sendou, ce sera une centrale à charbon, mais non sans contestation. Ajoutez à cela Diamniadio, la nouvelle ville que nous avons citée tout à l'heure. Le département de Rufisque a-t-il pris son envol économique, ou bien vous pensez qu'il est encore prématuré de tirer une telle conclusion? Alors, le département de Rufisque a eu la chance d'abriter déjà le pôle urbain de Diamniadio. Le département de Rufisque a eu également le privilège de recevoir le port minéralier et vraquier de Bargny. Pour moi, le seul bémol, c'est la centrale à charbon de Bargny. Qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Ce qui me dérange, en fait, c'est que le choix de la localisation de la centrale n'a pas été judicieux. On a mis une centrale à charbon au cœur des populations avec toute la dynamique de pollution que vous connaissez. Je crois que l'État aurait dû revoir sa position par rapport à cette centrale à charbon. Et également, vous savez que, Antoine, le Sénégal est signataire de l'accord sur le climat, c'est-à-dire la COP21 le 15 décembre 2015 à Paris, qui veut en fait que les pays s'engagent dans la production d'énergie propre, et qu'aujourd'hui, le central est banni un peu partout dans le monde. Et c'est l'une des raisons en fait, qui me pousse à ne pas partager quelque part le choix qui a été fait sur l'érection de cette centrale à charbon, qui ne respecte même pas le code réglementaire que l'État a lui-même mis en place. Et pour moi, c'est le seul bémol dans ce département de Rufisque en pleine ébullition économique, et qu'il faut maintenant imaginer, je vais dire, des actions correctives pour en fait prendre en pleine mesure l'effet néfaste que ça pourrait avoir pour les populations. En termes de vision, comment vous envisagez Rufisque dans 5 ans, ou peut-être moins 5 ans, sa place dans l'économie nationale? Rufisque sera bientôt la deuxième ville ou le deuxième département en termes de poids économique dans le Sénégal. Vous avez tout à l'heure dit le port minéralier et vraquier. C'est un port d'envergure internationale. Vous prenez également le pôle urbain de Diamniadio. C'est de grandes entreprises qui y sont déployées, avec un tissu industriel qui est en train d'être mis en place. Il y a également le TER qui traverse le département de Rufisque. Si on développe davantage l'aspect... il y a l'interconnexion avec l'aéroport Blaise Diagne. Oui. Il y a également la facette maritime qui n'est pas encore exploitée. Je crois que d'ici 3-4 ans, le département de Rufisque deviendra le deuxième département en termes de poids économique. Et puis le volet élevage aussi est important dans ce département. Oui, le volet élevage est extrêmement important, mais vous savez qu'aujourd'hui, le département de Rufisque vit également un problème qui est lié à la gestion du foncier. Aujourd'hui, l'agriculture est quasiment en berne dans le département, parce que l'industrialisation et l'urbanisation galopante fait qu'on a de moins en moins de terres allouées à l'agriculture. Et j'ai peur, si on n'y prenne pas garde, que l'élevage également prenne un coup dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on industrialise et quand on urbanise, on peine à trouver des espaces pour le développement des activités agricoles ou bien avicoles d'une manière générale, pour permettre le plein export des activités économiques. Mais justement, beaucoup de problèmes fonciers. Comment en est-on arrivé à cette situation où des particuliers font main basse sur les terres des populations à Rufisque? Alors ça, je crois qu'il faut poser la question aux juristes. Mais de ce que je sais, c'est que la terre appartient à des familles traditionnelles. Ces familles traditionnelles,
donner leurs terres à de potentiels investisseurs, il faut en fait qu'elles soient indemnisées. Et cette indemnisation souvent pose problème au regard des montants que cela engrange, parce que certains pensent que ces familles n'ont pas les titres nécessaires, soit un bail ou un titre foncier, qui attestent que ces terres appartiennent à telle famille. Et ça crée des litiges. Il y a même certains qui ont immatriculé les terres de d'autres familles sous d'autres noms. Et que initialement, tout le monde savait que cette terre appartenait à telle famille, et le titre se retrouve aux mains de promoteurs ou d'autres agents véreux qui visent à les dépouiller. C'est ce qui me semble être à l'origine des problèmes que nous vivons sur le plan foncier. Et le président Macky Sall a d'ailleurs réagi cette semaine par rapport à ça pour dire qu'il faut arrêter de faire main basse sur les terres des populations. Souleymane Astou Diagne, docteur en économie, enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey, l'invité du grand jury. Dans quelques jours, l'Assemblée nationale va procéder à l'examen et au vote du budget du Sénégal pour l'exercice 2019. Un budget qui a connu une hausse puisqu'il passe de 3 709 milliards de francs CFA à 4 000 milliards. Tout budget a sans doute un objectif dévisé. Si je vous demandais de nous expliquer ou de décortiquer ce budget qui a connu une hausse de plus de 300 milliards de francs CFA au moins, quelle serait votre réponse? Ma réponse, c'est que ce budget est le prolongement de l'année sociale décrétée en 2018 par le président Sall. L'année sociale avec beaucoup de grèves, beaucoup de contestations. Absolument, beaucoup de grèves. Enseignants, absolument. Santé, éducation, justice. Absolument. Antoine, les gens doivent savoir que dans un pays normal, il y a toujours un combat que les composantes mènent pour la répartition de la valeur ajoutée. En France, aujourd'hui, il y a des grèves. Aux États-Unis, partout, il y a des grèves parce que ce dont il s'agit, c'est la bonne répartition de la valeur ajoutée créée par le système économique. Est-ce que c'est le cas? C'est le cas. C'est le cas parce que quand vous prenez, par exemple, les enseignants, les enseignants réclament aujourd'hui une revalorisation de leur indemnité, que ce soit du logement et autres, le traitement. C'est tout à fait normal qu'ils demandent cela parce qu'au regard des indemnités que reçoivent des corps qui sont assimilés, ça leur permet de pouvoir justifier ou de fonder un argumentaire dans ce sens-là. Maintenant, l'État n'a pas des moyens illimités. L'État a des moyens aujourd'hui qui doivent être alloués sur des secteurs stratégiques, mais en tenant compte également de certains équilibres budgétaires. Et donc, le budget qui est aujourd'hui dans les arcanes de l'Assemblée nationale, qui est chiffré à 4 071 milliards, prend en compte la revalorisation des indemnités des enseignants, qui va commencer d'ailleurs ce mois-ci, octobre. Le budget également prend en compte la couverture maladie universelle. Vous avez vu l'innovation que le président de la République... La CMU qui a beaucoup de problèmes aussi. Hein. Oui, que le président, vous avez vu la mesure que le président de la République a prise sur la CMU, déjà logée à la présidence, qui dans le budget de 2019 sera en fait l'un des supports les plus essentiels. Il y a également le problème des étudiants, avec les annonces que le président de la République a fait sur la réduction du coût des tickets, du coût des tickets, la revalorisation de la bourse, la revalorisation également des aides qui sont accordées aux étudiants. Il y a également maintenant les bourses familiales qui seront également plus amplifiées. Et également, on peut mettre maintenant les projets du plan Sénégal émergent avec la mise en œuvre de la phase 2. Vous parlez tout à l'heure du PUDC 3. Une enveloppe du budget sera réservée au PUDC3, avec des projets phares comme une partie du TER. Il y a également le BRT, il y a aussi le bus rapide transit oui, qui est également budgétisé dans le budget. Et également, je vais dire, une revalorisation de la masse salariale concernant les fonctionnaires, surtout les universitaires que nous sommes, qui aujourd'hui permettent d'augmenter sensiblement le budget. Mais il faut également souligner, Antoine, une chose qui est extrêmement importante. Oui. Vous savez qu'un budget, c'est une prévision. C'est une prévision de dépenses. Et de recettes. Et de recettes. Alors, aujourd'hui, il faut saluer la capacité de notre administration fiscale, la Direction générale des impôts et domaines, la douane, et les autres corps qui sont impliqués dans le recouvrement des recettes, qui font aujourd'hui un travail extrêmement important pour permettre à ce que notre budget puisse augmenter sensiblement de quasiment 300 milliards en valeur nominale.
Ça, c'est extrêmement important. Parce que dans d'autres pays, ce qu'on constate avec les phénomènes d'évasion fiscale, de fraude fiscale ou bien d'économie souterraine qui empêchent le plein déploiement de l'État parce que n'ayant pas les ressources nécessaires pour financer la dépense publique, on est après confronté à des crises politiques qui découlent souvent sur des conflits, sur des rébellions, parce que l'État n'a pas dans ces pays les pleins moyens pour mener sa politique économique. Et donc, ce budget qui sera voté au niveau de l'Assemblée nationale n'est possible que grâce à la conjugaison des efforts conjugués entre la douane, la Direction générale des impôts et autres institutions, parce qu'également en 2012-2013, on a fait une réforme phare avec la mise en place d'un nouveau code général des impôts qui a aujourd'hui donné ses fruits dans ces réformes institutionnelles qui visent à mobiliser les ressources pour l'État du Sénégal. Je vais ajouter le déficit budgétaire qui a été réduit. Oui, ça c'est important. Ça c'était une promesse que le président Sall avait fait en 2012. En 2012, quand le président Sall arrivait au pouvoir, le déficit budgétaire était estimé à 5,6 ou 5,7. Alors, l'objectif, c'est que le déficit doit être en dessous de 3%. Pour 2019, le déficit doit sensiblement être égal à 3,2 ou 3,3. Est-ce que vous voyez? Et donc, cette promesse a été respectée parce qu'aujourd'hui, l'État a sensiblement réduit son déficit et que d'ici 2020, peut-être on sera en dessous des 3%. Souleymane Astou Diagne, en 2019, la masse salariale dans la fonction publique va passer de 683 milliards à 743,4 milliards pour 135 000 agents de la fonction publique, bien entendu. En 2011, je cite 2011 parce que c'est une année de référence, dernière année de gouvernance pour le régime d'Abdoulaye Wade, la masse salariale du Sénégal était à 428 milliards pour 91 401 agents. Nos confrères du Soleil expliquent les raisons et le comment de ce choix du président Sall. Les agents de l'État, fonctionnaires et non fonctionnaires, sont mieux payés qu'avant. C'est aussi la redistribution des fruits de la croissance. Et pour le succès du PSE, oui, il faut une administration compétente et motivée. On sera un pays producteur de pétrole et de gaz très bientôt. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que cela signifie que les conditions de vie des fonctionnaires ou de traitement des fonctionnaires sénégalais vont s'améliorer davantage et on sera à un niveau de salaire très élevé? Alors, il faut dire sur une note optimiste que d'ici quelques années, l'amélioration dans le traitement des salaires des fonctionnaires sera de plus en plus conséquente. Raison pour laquelle, vous l'avez souligné entre 2011 et 2018, que la masse salariale a augmenté quasiment de double, quasiment, de 50%. Oui. Alors, vous savez que quand une économie se développe, les salaires ont tendance à augmenter, le niveau de vie a tendance à augmenter. Et l'État également valorise une partie des salaires des fonctionnaires. Je peux prendre le cas, par exemple, de nous, universitaires. Nous, on a eu une revalorisation substantielle de nos salaires à partir de, je crois, 2016, qui fait que la masse salariale de l'État a augmenté drastiquement. Vos salaires ont doublé? Non, les salaires n'ont pas doublé. Les salaires n'ont pas doublé. Les salaires ont augmenté. Bon, peut-être, je crois, je n'ai pas le chiffre, mais je crois que ça a augmenté. Vous avez bien le chiffre, docteur. Oui, les salaires ont augmenté par rapport à notre corps. Et j'imagine que nous ne sommes pas le seul corps qui a bénéficié d'augmentation de salaire et d'augmentation également du traitement. C'est que les gens oublient souvent, le traitement. Le traitement est extrêmement important parce que l'État, c'est une charge pour l'État. Oui. Est-ce que vous voyez? Alors, maintenant, quand l'économie augmente, les salaires augmentent et le budget également augmente. Ce qu'il faut souligner, c'est que la progression de la croissance économique est plus forte que la progression de la croissance de la masse salariale de l'État. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez le PIB du Sénégal, c'est estimé à quelque chose comme 8 500 milliards. 8 500 milliards de PIB. Je crois que c'est extrêmement important que
une partie soit redistribuée sous forme de salaire à des fonctionnaires qui sont aujourd'hui méritants et qui mettent en œuvre la politique économique de la nation. Donc pour moi, ce n'est que la suite normale de l'évolution de la croissance économique au Sénégal. Alors, après avoir fait le point sur toutes ces questions, venons-en maintenant au recadrage économique du Sénégal depuis 2012. Comment il se caractérise durant ces 7 ans de gouvernance du régime Sall? Alors, durant les 7 ans, il y a eu de bons points, il y a eu également des points mitigés. Les bons points, c'est qu'on a fait des réformes institutionnelles qui nous permettent aujourd'hui d'avoir une tendance qui n'est pas en dents de scie. La tendance de la croissance est vigoureuse et régulière. Ça, il faut le souligner. Parce que si le taux de croissance continue à progresser à ce rythme les 7 ans à venir, ça veut dire que la pauvreté va encore reculer dans les régions du Sénégal. Également, il faut dire que ce qui a changé, c'est que l'administration est de plus en plus requinquée parce qu'ayant en charge de nombreux projets issus du plan Sénégal émergent, on en a répertorié plus de 600 et quelques dans la première phase. Et cette administration aujourd'hui est au cœur du dispositif de l'État, ce qui n'était pas souvent le cas dans les régimes précédents. Et également, un autre point qui est extrêmement important, c'est la dynamique de l'agriculture. Antoine, il ne faut pas oublier que de 2012 à maintenant, la production agricole dans notre pays a presque doublé. Quand vous prenez déjà le cas du riz, ça montre que des progrès substantiels ont été réalisés sur ce point-là. Sauf que l'objectif autosuffisance en riz 2019 ne sera pas atteint. Oui, l'objectif ne sera pas atteint. Problème de commercialisation aussi pour les autres secteurs. Oui. On peut bien produire, mais aussi il faut savoir écouler. Absolument. Alors, là où je donnerai en fait les points mitigés, vous l'avez souligné, par exemple sur le riz, ou bien on peut prendre le cas également de l'oignon. Ce sont des produits aujourd'hui qui sont hautement importants pour notre économie, mais l'accompagnement étatique n'est pas très... n'est pas très important dans le sens de la commercialisation, où la chaîne de la logistique n'est pas très accompagnée, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de retours des producteurs qui nous disent qu'ils n'arrivent pas à commercialiser le riz ou ils n'arrivent pas à commercialiser leur oignon. Mais sur ce point-là, je crois que des éléments correctifs doivent être apportés par le gouvernement. Si les décideurs nous écoutent, il faut... d'une manière plus vigoureuse, qu'on accompagne la filière agricole, notamment risicole et des légumes, pour un développement de l'activité des maraîchers, en vue de densifier, le marché qui se trouve dans Dakar et la région de Thiès, avec Mbour, qui polarise Mbour et autres, qui aujourd'hui consomment beaucoup de ces produits. Alors, également, il y a des aspects qui sont liés au manque de diversification de notre économie dont on souffre toujours avec le cas, vous l'avez souligné tout à l'heure, de la Casamance. La Casamance doit être mise à contribution dans cet élan de développement économique. Également le Sénégal oriental avec toute la région de Tambacounda et de Kédougou qui doivent être également mises à contribution. Je crois qu'avec le développement de nos régions en interne, on pourra, retrouver une croissance plus forte, une croissance plus équilibrée et une croissance plus équitable. Je crois que c'est l'un des points sur lesquels je dois souligner que l'État du Sénégal doit faire des efforts de plus en plus importants parce que l'équité territoriale, le développement territorial, aujourd'hui, comme l'a dit l'acte 3 de la décentralisation, est un des moteurs du développement économique et social dans notre pays. Très bien. Alors, il nous reste 10 minutes. C'est l'occasion justement de parler du Grand Magal de Touba qui sera célébré dimanche prochain. C'est bien cela, si je ne me trompe. Alors, docteur Souleymane Astou Diagne, nous sommes à une semaine donc de ce rendez-vous religieux très important lors de la dernière édition. Vous aviez fait une étude sur les impacts économiques du Magal de Touba dans l'économie du pays. D'abord, quels sont ces impacts ? Alors, le Magal de Touba, c'est un événement planétaire qui polarise entre 4 voire 5 millions de pèlerins qui arrivent sur une ville.
dans l'Afrique contemporaine, on n'a pas vu une ville qui abrite en un moment si court une population aussi importante. Raison pour laquelle l'université de Bambey, dont je salue le recteur au passage, professeur Lamine Gueye, nous a donné mandat sous la bénédiction du Khalif général des Mourides, Serigne Sidi Maktar Mbaké, avec Serigne Abdoulahad Mbaké et Serigne Bassirou Mbaké Abdouhadr, de faire une étude d'impact sur l'économie du Sénégal. Alors, l'impact, on l'a mesuré parce qu'on ne s'est pas levé du jour au lendemain pour faire l'étude. On a essayé de regarder ce qui se faisait dans les grands événements internationaux. Il y a le Hajj, il y a des études économiques qui ont été faites sur le Hajj, des études économiques qui ont été faites sur la Coupe du Monde, des études économiques également qui ont été faites sur la ville de Lourdes. Et donc, on a essayé de voir dans la méthodologie au niveau international comment on mesurait l'impact économique de ces événements religieux par rapport à l'économie en fait nationale. Et on a trouvé une méthodologie qui est extrêmement importante, qui a visé à mesurer les effets primaires, les effets secondaires et les effets induits. Alors, pour le commun des Sénégalais, leur expliquer effet induit, effet direct, effet indirect, etc., ça devient compliqué. Mais ce dont on peut leur dire pour qu'ils le comprennent d'une manière assez terre-à-terre, parce qu'on veut partager les résultats de cette étude d'une manière la plus large possible, c'est qu'on a trouvé que le Magal de Touba était un prétexte pour la région de Diourbel pour trouver son envol économique et social. Et que j'ai dit dans le rapport avec mes collègues que le Magal de Touba doit être la base de l'industrialisation de la région de Diourbel. Quand on a fait nos enquêtes sur les différentes composantes que sont les daïras, les ménages, les commerçants, les artisans, les éleveurs, les institutionnels, on a vu que le Magal occasionnait un flux important de marchandises et de biens et services acheminés à Touba. Et pour nous, Touba ne doit plus acheminer des produits qui viennent de Dakar ou de d'autres contrées du Sénégal. En tout cas, limiter l'importation en interne de produits et essayer de les produire sur place pour créer des emplois dans la région et créer des industries dans la région. Et c'est la raison pour laquelle on a proposé la mise en place d'industries satellites autour de la région pour pouvoir polariser toutes ces activités économiques qui concernent le riz, qui concernent également les maraîchers, qui concernent les artisans, avec tout ce qui est exploitation de la peau des bêtes, parce qu'on a vu que le Magal drainait plus de 150 000 ruminants qui sont égorgés lors du Magal. Et ça pouvait être l'objet de création de nombreux emplois pour les jeunes dans la région. Vous avez déjà donné un chiffre. Justement, en parcourant le document, je me suis rendu compte qu'il y a un réel impact économique, très grand impact économique, même positif. Un petit aperçu en chiffres, docteur, pour permettre aux auditeurs de mieux comprendre. Alors, l'impact économique qu'on a trouvé, c'est que le Magal génère 250 milliards de francs CFA dans l'économie du Sénégal. Ces 250 milliards sont répartis sous forme d'impact direct, qui est la dépense des organisateurs. En combien de jours? En une semaine, on va dire, hein, ou moins d'une semaine, parce que nous, on a fait nos enquêtes 3 jours avant et une journée après. On a fait également des enquêtes institutionnelles avec toutes les grandes entreprises qui sont impliquées. On a recueilli des données en amont et en aval. On a également envoyé des enquêtes au niveau des institutionnels comme le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, la Sonatel, beaucoup d'entreprises qui sont impliquées dans l'organisation du Magal. Et pour dire que quand 5 millions de personnes se retrouvent sur un territoire pour communier au moins 3 jours, parce que les enquêtes ont montré que la plupart des pèlerins restent 3 jours. La plupart. Il y a également une bonne partie des pèlerins qui restent une semaine. Et ces pèlerins qui viennent pour 3 jours ou pour une semaine, c'est un prétexte pour consommer. Parce que le Magal également, au-delà de l'aspect récitation du Coran et des Chassides, le Magal également se fait par rapport au Bernet. C'est-à-dire de gratifier les pèlerins de plats leur permettant de pouvoir se communier avec la communauté. Et pour ces activités de consommation, ça génère d'énormes moyens financiers qui aujourd'hui, je crois, la ville de Touba doit mettre en place une stratégie
municipales qui permettraient de pouvoir capitaliser tout ça dans le développement économique de la ville. Alors, les services, commerce, transfert d'argent et autres, puis les transports sont impactés positivement, mais on se rend compte que pendant le Grand Magal de Touba, il y a un ralentissement dans les activités économiques à Dakar et peut-être même dans l'intérieur du Sénégal. Mais est-ce que le profit économique qu'on tire du Grand Magal est plus important que les jours de ralentissement dans les activités économiques? En termes de comparaison. Oui, en termes de comparaison, ça nous l'avons abordé dans le rapport. Nous avons abordé le rapport, le fait que le Magal soit une journée chemin payé, et également ça entraîne un ralentissement des activités économiques dans les autres régions. Mais ce qu'il faut comprendre, Antoine, c'est que premièrement, le ralentissement des activités économiques dans les autres régions est dû à leur déplacement. Surtout à Dakar. Hein? Mais, oui, à Dakar, mais les activités ne s'éteignent pas. Les activités se déplacent. Une sorte de prolongation. Prolongation, ça se déplace, ça ne s'éteigne pas. C'est-à-dire, ce n'est pas des gens qui, à cause du Magal, ne font plus d'activité. À l'approche du Magal, les gens se ravitaillent et la direction c'est Touba, où on a l'occasion de multiplier par deux son chiffre d'affaires. Donc, les activités ne s'éteignent pas, les activités se déplacent. Maintenant, concernant la journée chemin et payé, nous avons essayé d'évaluer une journée chemin et payé et de voir les incidences que ça peut avoir sur l'impact direct. Et on a maintenant déduit tous ces effets qui sont ralentissement de l'activité, journée chemin et payé, on les a déduits de l'impact global qu'on a trouvé par rapport à la tenue du Grand Magal de Touba. C'est ce qui nous permet de trouver les 250 milliards de francs CFA qu'impacte le Magal sur l'économie sénégalaise. Et si on avait des événements, 2-3 événements comme ça, qu'est-ce que ça ferait pour l'économie? Mais ça ferait du grand bien pour l'économie du Sénégal, parce que vous avez vu qu'aujourd'hui, sur le plan international, les pays se disputent pour organiser la Coupe du Monde. Pour organiser, heureusement d'ailleurs, on va organiser en 2022 les JO de la jeunesse en 2022. Ce sera l'occasion également, comme le cas du Magal, de pouvoir estimer l'impact de ces JO sur l'économie du Sénégal. Et ça permet la construction d'infrastructures de toute nature pour permettre à ce que l'événement se passe relativement bien. Docteur Souleymane Astou Diagne, nous sommes au terme de cette émission. C'était un immense plaisir de vous recevoir dans le grand jury. Merci beaucoup. Moi aussi, Antoine, j'ai beaucoup appris. Vous êtes docteur en sciences économiques, Université Paris 13, maître de conférences, enseignant à l'Université Alioune Diop de Bambey, auteur de plusieurs études économiques dans plusieurs pays africains. Et permettez-moi aussi, avec un pincement au cœur, de dire au revoir aux auditeurs après 15 ans de compagnonnage. Alors, rendez-vous ailleurs pour d'autres défis. Merci aux confrères, à tous les techniciens de la radio Futur Média. Bon dimanche à toutes et à tous.